Bonjour et bienvenue à vous, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors, comme chaque jour, nous avons une thématique différente. On a tous eu des moments dans la vie où on s'est inquiété pour un problème ou pour un autre, mais c'est normal puisque c'est un mécanisme de vigilance où nous sommes attentifs aux signes de notre corps. Mais l'hypocondrie, c'est tout à fait autre chose et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin avec mes invités. Voilà, et bien entendu, vous pouvez toujours nous joindre au 021 23 98 91. Donc vos appels sont les bienvenus, vos témoignages ou même des questions. Et j'ai le plaisir de recevoir Dr Leila Hassas Boumra. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychothérapeute et docteur en psychologie clinique. Très bien. En tout cas, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci. C'est pas votre premier passage. Vous êtes une habituée de l'émission. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocondrie. Oui. Donc, on va déjà essayer de définir qu'est-ce que l'hypocondrie. D'accord. Eh bien, l'hypocondrie, en fait, c'est une espèce de peur, mais pas une peur simple, de peur obsessionnelle de la maladie. À telle enseigne que la personne qui en est atteinte, c'est un trouble, c'est un trouble psychopathologique, va toujours... Moi, c'est simple. Quand on me dit, voilà, on parle d'hypocondrie, tout de suite je pense aux malades imaginaires de Molière. Oui, effectivement. Voilà. Le malade imaginaire de Molière, c'est un peu ça. Sauf que l'hypocondriaque n'est ni dans la simulation, ni dans l'imagination, mais en fait, c'est quelqu'un qui passe son temps à scruter son corps, à écouter sa fréquence cardiaque, est-ce qu'il a une petite douleur abdominale, une petite plaie, tout. Et tout de suite, c'est la catastrophisation, c'est une maladie grave et il va aller voir des médecins sans cesse. Donc c'est une peur obsessionnelle, il est obsédé par ça. Tout le temps, il pense tout le temps à ça, tout le temps à ça, tout le temps à ça. Ça a toutes sortes de maladies. Si j'avais, et c'est des personnes donc, qui multiplient les examens, les visites chez les médecins, différents spécialistes, et qui ne sont jamais rassurés. Ils passent des examens, ils ont des analyses, les résultats arrivent, c'est négatif. Ah, ok, c'est bon. Ah, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est autre chose. Ils se sont trompés. Ou peut-être c'est autre chose alors. Et il faut que je demande un deuxième avis. Il faut que j'aille voir un autre médecin. Il faut. Et je me souviens, à mes débuts, j'ai eu un monsieur qui souffrait d'hypocondrie. Il a vu en un mois 60 médecins. Waouh, c'est énorme. 60 médecins en un mois. C'était, tout à mes débuts et c'était quand même impressionnant. Et évidemment, c'est un trouble qui altère la qualité de vie de la personne. En fait, ils sont réellement dans la souffrance. C'est une grande souffrance. Il y en a beaucoup qui sombrent dans la dépression. Alors l'anxiété, elle est permanente, c'est le background en fait. Et donc ça altère leur qualité de vie, ça perturbe leur vie relationnelle parce que même les gens, imaginez que vous ayez un ami ou un proche qui est tout le temps là, non, justement, je suis malade, il faut que j'aille le médecin, il faut, et ça ne sert à rien de les rassurer en fait. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Donc les hypocondriaques en fait pensent qu'ils ont toutes les maladies, sauf une seule, l'hypocondrie. Ils sont convaincus d'avoir toutes les maladies, sauf celle-là. Ils ne pensent pas avoir toutes les maladies, ils pensent avoir une maladie. Ils ont un petit bobo, c'est un cancer. Et mais ils vont faire tout un film dans leur tête. Ils sont convaincus, ils y croient. Et donc, avec une grosse peur, une grosse anxiété, donc ils vont consulter, faire tous les examens. Donc, une fois que le médecin lui dit que c'est négatif, soit il va voir un autre médecin à la recherche d'une confirmation de ses craintes. Il veut se rassurer, mais en fait, tant que l'on le rassure, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il dit donc c'est pas un cancer, donc c'est autre chose. C'est le sida, c'est toujours les scénarios catastrophes. Donc très extrêmes. Hein. Extrême, oui. Et ils vivent avec cette obsession et ils sont en fait, je vous dis, beaucoup sombrent dans la dépression, c'est de troubles du sommeil, de l'alimentation, ça perturbe leur travail,
enfin beaucoup de choses. Même Ils aussi finissent dans la par société, même aussi au Ben niveau oui, social, ils sont la vie perturbés. sociale aussi est perturbée, et puis ils finissent à force de se convaincre, de penser qu'ils ont cette maladie, ils peuvent finir même par développer des symptômes purement psychogènes, parce qu'ils vont aller sur Internet chercher. Justement, je voulais qu'on on en reviendra Forcément, sur ça oui. aussi. En Voilà. fait, on peut dire qu'il y a deux formes d'hypocondrie. Il y a ceux qui vont directement, on va dire, aller courir chez le médecin pour aller faire une liste très longue d'analyses. Et il y a ceux, au contraire, qui vont refuser d'aller voir le médecin parce qu'en fait, ils auront trop peur qu'on leur dise comme quoi réellement ils ont telle ou telle maladie. Oui. En fait, ils finissent toujours tous chez le médecin. Même si au départ, il y en a beaucoup qui commencent, maintenant il y a l'accès au net, commencent par aller chercher Wikipédia, santé, machin et tout. Et ils cherchent et ils vont donc trouver plein de choses. Ils peuvent même, à force de voir tel et tel symptôme, dire ah oui, ça me correspond. Ça va encore et nourrir leur peur. développer même de nouveaux symptômes en rapport avec. Puis au bout d'un moment, ils vont voir le médecin. Et quand on trouve rien, ils ne sont pas convaincus. D'accord. Et ils vont voir un autre médecin. Et c'est le cercle infernal, en fait. Et pour eux, et pour l'entourage. Et quelles sont les causes de l'hypocondrie? Ben, les causes, les causes peuvent être des facteurs, en fait. Elles sont multiples. Ça peut être, par exemple, des fois c'est le milieu, depuis l'enfance et l'adolescence, des parents qui sont d'un milieu qui est déjà anxieux, et des parents qui sont très, très anxieux par rapport à la maladie. Ils ont peur que les enfants contractent telle maladie, quand c'est un peu exagéré. Les enfants peuvent grandir avec ça et développer ce trouble-là. Il y a aussi d'autres facteurs. C'est par exemple si la personne a été, évidemment c'est en général des personnes anxieuses qui déjà en fait, ils arrivent à transmettre cette anxiété, surtout à leurs enfants. Absolument, là, on parle par exemple des parents... Et donc, l'hypocondriaque lui-même est une personne anxieuse qui souffre d'anxiété. Justement, est-ce qu'on a tendance ces dernières années à plus employer le mot anxiété que hypocondriaque? Non, je vais vous dire. J'aimerais parler d'un autre facteur, c'est un facteur que je dirais traumatique. Si la personne a vécu un proche, un être cher, qui a été confronté à une maladie grave ou un décès, mort d'un cancer, mort du sida, mort de ceci, quelqu'un de cher, de proche, oui. Quand c'est un proche, par la proximité, ça en fait des deuils traumatiques, eh bien, on va avoir peur d'avoir la même chose, de mourir de la même manière. C'est assez fréquent. Après des pertes comme ça, on peut rencontrer cela chez certains proches, mais c'est généralement, la personne avait des maux de tête avant de mourir, une fois qu'elle meurt, je vais commencer à avoir des maux de tête. Mais en général, c'est passager. Mais l'hypocondriaque, c'est autre chose, c'est-à-dire ça commence comme ça et puis ça va se développer. Et c'est, la prochaine, c'est moi. Et je vais faire comme elle. Et voilà, elle se plaignait de douleurs dans le ventre. J'ai mal comme elle. Je suis en train de développer les mêmes symptômes. Après, ça se développe, et ça devient donc la maladie que nous connaissons. Encore une autre question. Est-ce que la difficulté à exprimer, par exemple, ses sentiments peut mener vers l'hypocondrie? Quand on est quelqu'un qui la répression des émotions mène à beaucoup de troubles, pas que l'hypocondrie, elle peut mener même à des maladies organiques. On sait aujourd'hui que la répression des émotions, quand la personne vient avec des symptômes physiques, qu'ils soient purement psychogènes ou même avec un substrat organique, eh bien, moi je parle de ma pratique. Moi je cherche toujours les émotions réprimées. Et quand on cherche, on trouve. Donc la répression des émotions, c'est quelque chose de très, 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 très nocif. Aussi nocif, je dirais, ou même plus, que la drogue, que la cigarette, que l'alcool, pour la santé, très nocif. Et donc, il y a lieu justement de toujours travailler avec les personnes
que ce soit en thérapie ou même dans d'autres cercles. On sensibilise aussi les familles, les parents, les éducateurs à apprendre aux gens à exprimer leurs émotions. Et quand il s'agit d'exprimer ces émotions, même la colère, par exemple, on n'est pas obligé de l'exprimer dans la violence. Il y a des manières. Il y a des techniques de communication non violente qui font qu'on peut exprimer tout ce qu'on veut sans être dans la violence et dans l'agressivité. Mais il est très important d'exprimer ses émotions, effectivement. Il y en a qui, en fait, qui somatisent. Il y a certaines personnes qui vont somatiser et d'autres qui vont peut-être être plutôt développer des troubles. Absolument, oui. Je peux développer un trouble pareil. Et c'est ma façon, c'est-à-dire que les troubles qu'on développe sont souvent, moi je le dis comme ça, ça n'engage que moi, des messagers. Je développe un trouble et en fait, il faut être à l'écoute. Qu'est-ce que ça dit? En fait, comme on dit, le mal a dit, mal a dit. Exactement. Voilà, c'est exactement Qu'est-ce que ça dit? Et souvent, ça dit quelque chose. Ça dit une souffrance. Et donc, c'est aussi une façon indirecte, inconsciente, on ne le fait pas exprès. Parce qu'attention, l'hypocondrie n'est pas de la simulation. La personne pense réellement qu'elle est malade. Elle ne fait pas semblant. Et donc, c'est une façon, je dirais, inconsciente de montrer à quel point on est en souffrance. Et qu'on a besoin d'être écouté. Alors, pour l'hypocondrie, comment peut-elle affecter la vie quotidienne? Waouh! Elle peut l'affecter très gravement et très sérieusement. D'abord, la personne elle-même, j'ai dit tout à l'heure qu'elle affectait la qualité de vie. La qualité du sommeil est perturbée, ça peut aller jusqu'à l'insomnie, des troubles alimentaires, une anxiété permanente. Imaginez que vous êtes tout le temps dans l'angoisse. J'ai tel truc, j'ai un cancer, ma sabouliche, on est... Déjà, la personne. Fatigue. Est-ce que déjà c'est épuisant, voilà. Parce que c'est une peur, j'ai dit au début, c'est une peur obsessionnelle. C'est tout le temps, ça tourne tout le temps dans la tête et on développe des scénarios à répétition dans la tête et c'est tout le temps présent. On n'arrive plus à travailler. Donc ça affecte même dans le milieu du travail déjà. Oui, ça affecte la vie professionnelle. On est tellement pris dans ça et puis on développe des symptômes. Donc on se sent fatigué alors qu'on ne devrait pas. On ne travaille pas ou on travaille très mal parce qu'on est perturbé. Au niveau relationnel, on est tellement... On parle de ça que, après, ça affecte. Par exemple, on va parler d'un couple, on va donner l'exemple d'un couple. Ça peut être, c'est épuisant pour la personne qui en souffre, mais même aussi, on va dire, le partenaire. Ça fatigue les autres. Imaginez quelqu'un qui est là tout le temps en train de se plaindre. Il faut que j'aille voir un médecin. J'ai vu un médecin qui parle que de ça. Au bout d'un moment, vous lui dites, là, ça y est, tu m'épuises. Effectivement. Ça fatigue les autres. Ça affecte la vie familiale, Non, c'est très perturbant. Effectivement, donc très perturbant, même pour les enfants aussi, comme on a dit. Là, ça peut laisser, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, si j'ai un parent hypocondriaque, qu'un enfant vit avec ça tout le temps, évidemment, c'est un climat d'anxiété extrême. 80% de chances qu'il le soit lui-même. Un des enfants peut devenir hypocondriaque aussi. C'est pas de l'hérédité, mais c'est... Quand on a tout le temps vécu dans ça, on peut, par modélisation peut-être, le devenir. Oui. Comment est-ce qu'un hypocondriaque peut faire un travail sur soi-même? Est-ce que ça pourrait suffire ou on a toujours besoin d'aide? Quand on est au stade de l'hypocondrie, je pense qu'on a besoin d'aide. Je ne sais pas si on a abordé... on aborde la rubrique traitement. Traitement, oui. Oui. Non, un hypocondriaque, à un moment... Parce que, déjà, l'entourage, ça ne sert à rien de dire à une hypocondriaque, mais non, tu n'as rien, non, regarde, lui donner toutes les preuves, regarde, tous les examens, tu as vu 10 médecins, mais il n'y a rien. Il ne sera jamais convaincu. La règle, c'est plus fort. Donc, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, et il faut une aide professionnelle. Évidemment, l'intervention est à la fois psychiatrique et psychothérapeutique, même si le traitement principal, c'est la psychothérapie, parce qu'à la base, derrière, il y a un trouble anxieux, derrière, il y a un traumatisme, derrière, il y a des schémas, il y a des choses comme ça, et il y a des thérapies pour ça.
Comme c'est des personnes qui sont hyper anxieuses, qui souvent sombrent dans la dépression, l'intervention du psychiatre est importante. Donc, en général, ils prescrivent des antidépresseurs et des anxiolytiques. Le docteur Kaloun va le confirmer quand il arrivera. Donc, je sais que le traitement qui est souvent prescrit. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas prescripteur. Moi, je ne prescris pas. Ce n'est pas mon rôle. Mais je connais quand même, c'est normal, on est obligé de connaître ça. En général, ils prescrivent de la paroxétine. Docteur Kaloun en parlera de façon plus détaillée. C'est pas mon domaine. Maintenant, pour les psychothérapies, oui, et ça donne de bons résultats. Ça se traite l'hypocondrie. Par exemple, quand vous avez un patient, au bout, on va dire, de combien de temps on va dire, donner le diagnostic final comme quoi cette personne est hypochondriaque? Le diagnostic, on peut le donner dès la première, la deuxième séance, grand maximum. C'est rapide, on écoute la personne, on regarde, ils viennent. C'est facile à reconnaître. Ça ne peut pas être juste une petite angoisse comme ça, passagère? Alors attendez, merci de poser cette question. Effectivement, il ne faut pas confondre l'hypocondrie. Peut-être des psys débutants peuvent faire cette erreur, ou parfois même des médecins non psy. Je peux citer l'exemple du neurologue qui m'a adressé vers la fin du Covid, un patient. Elle m'appelle, elle me dit voilà, je vais vous envoyer quelqu'un, écoutez, il fait une hypocondrie, tout ça. Ok, puis je reçois le bonhomme, fait une longue séance qui a duré 1h30 quand même. Là, je recevais parce que c'est la fin du Covid, donc on pouvait quand même. Et finalement, ce n'était pas une hypocondrie. Il a suffi que je lui fasse une psychoéducation, une bonne psychoéducation. Et j'avais en tête la thérapie que j'allais entamer. Je le revois 15 jours après. Il n'y avait plus rien. Il était complètement sorti d'affaires. Il avait repris sa vie normale. Et même, il a vu la neurologue elle-même. Elle m'a rappelé pour me dire « Waouh, qu'est-ce que vous avez fait ?» Je lui ai dit « J'ai encore rien fait. J'ai fait une psychoéducation. » Et en fait, ce n'était pas de l'hypocondrie. C'était ce que l'on appelle une nosophobie. Donc, il ne faut pas confondre dans le diagnostic différentiel. Il y a l'hypocondrie, dont on vient de parler assez longuement. Il y a la nosophobie et la misophobie. D'accord. Il y a d'autres trucs, pantophobie, machin. Bon, je vais pas rentrer. Nosophobie, misophobie. La nosophobie, c'est la peur des maladies. La peur de tomber malade, mais il suffit qu'on, par exemple, des fois on regarde et puis on se dit non, j'ai pas tous ces symptômes et tout. Et à l'extrême, on va voir un médecin et il nous rassure, il nous dit non, vous n'avez rien du tout, c'est bon, ça rentre dans l'ordre. Ça pourrait suffire à rassurer la personne. Ça peut suffire effectivement, comme ce gars-là qui avait, lui, c'était, je vous dis, la fin du Covid, et puis il avait une peur horrible d'avoir le Covid et de mourir, machin et tout. Et après, il a arrêté de travailler, il s'enfermait beaucoup, il était vraiment une grosse anxiété, il ne dormait pas, donc il dînait. Et finalement, la psychoéducation a consisté en quoi? Bon, à lui parler un peu du Covid. J'ai expliqué, j'ai parlé un peu comment ça se transmet. Ce que tout le monde sait, je l'ai fait. Ensuite, je lui ai parlé de son trouble, qui était un trouble anxieux, de cette anxiété et de la nosophobie. Qu'est-ce que c'est que la nosophobie? Comment ça se développe et pourquoi il est dans cet état? Il était avec sa femme. J'ai bien expliqué tout ça. Je vous dis, ça a duré 1h30. Il est parti rassuré. Quand il est venu, il paraît que le surlendemain, le lendemain, il a fait sortir ses enfants, il les a emmenés à la forêt Baïnem, ils sont bien éclatés. Le surlendemain, il a repris son travail, puis il a repris une vie normale. Il n'allait plus chez sa mère qui habitait à côté, parce qu'ils avaient une villa à étage, il habitait l'étage en dessous, parce que il avait peur d'avoir le Covid et de contaminer sa mère et que sa mère meure. Des scénarios catastrophes. Des scénarios catastrophes. Oui. Voilà. Ça, c'est la nosophobie. Juste un mot sur la misophobie que beaucoup de gens ne savent pas. La misophobie, c'est la peur de la contamination. À ne pas confondre avec le TOC, ou le TOC avec les rituels de lavage, avec l'obsession de la propreté de la contamination. Oui, voilà, très bien. Non. Il n'y a pas de rituel, mais c'est la peur d'être contaminé, de contracter des microbes ou des bactéries ou de la saleté. Donc, à ne pas confondre avec le TOC, parce qu'il y a aussi, donc je parle aux professionnels, il faut faire attention dans ces trucs-là par rapport au diagnostic différentiel. Très bien. Voilà, donc c'est différent.
Très bien, merci. Merci. Alors, on va revenir tout de suite à notre émission. On regarde ce petit jingle et on revient juste après. Tout à l'heure, on va en parler. Voilà, de retour sur notre plateau. Mes invités ont commencé déjà à discuter entre eux et j'ai le plaisir de recevoir docteur Nsardine Kaloun. Oui, voilà, merci d'être là. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci d'être arrivé. Je sais que vous venez de Tijda, vous avez fait une longue route. Merci beaucoup. Et, docteur aussi, vous attendez depuis tout à l'heure parce qu'on a commencé déjà à parler donc de l'hypochondrie, on a un petit peu fait la définition, un petit peu les symptômes et tout, comment un petit peu, on va dire, gérer cette maladie. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver avec mon ami Kaloun sur le plateau. Merci. Et même en dehors du plateau d'ailleurs. D'accord. Oui, donc, c'est pareil. Vous êtes psychiatre et donc vous avez l'habitude donc de recevoir des personnes qui sont atteintes donc d'hypochondrie. Oui. Quels sont les traitements que vous préconisez, vous, en tant que psychiatre? Oui. J'aimerais bien parler de l'hypochondrie avant de parler de traitement. Bien sûr, je sais que Leïla a fait tout le tour sur l'hypochondrie, je ne doute pas. Oui, elle a fait tout le tour, elle m'a laissé rien pour en parler. Mais l'hypochondrie, comme elle a expliqué, c'est une préoccupation exagérée et infondée sur l'état de santé. Voilà, ces hypochondries-là, nous, on les classe sur les troubles anxieux-dépressifs. Ça fait partie des troubles anxieux-dépressifs. Ce qui veut dire on les trouve beaucoup plus chez les anxieux. Très bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'hypochondrie. Il y a des hypochondries mineures. Donc en fait, on va dire qu'il y a plusieurs degrés? Bien sûr. Il y a beaucoup d'hypochondries. Il y a des hypochondries mineures qu'on rencontre souvent chez les obsessionnels, chez les névrotiques, chez les hystériques. Il y a d'autres hypochondries qui sont un peu plus graves qu'on retrouve chez les psychotiques. Voilà. J'allais te poser la question justement, chez les psychotiques. Oui. Donc on a des hypochondries chez les psychotiques. Ça, c'est plus dur à... Là, on sort de l'anxiété, là, on rentre dans la conviction qu'on a une maladie. Parce que chez l'anxieux, ce n'est pas une conviction. C'est pas une conviction, c'est pas une conviction, c'est une préoccupation. C'est beaucoup plus une préoccupation. Donc il y a une différence. Préoccupation et conviction, oui, c'est la même chose. Vraiment, oui. Chez le psychotique, il est sûr qu'il n'a pas d'organe. Il est sûr qu'il est atteint. Ah, quand même à ce point. Oui, il est sûr. L'angoisse de harcèlement. Oui. Syndrome de Cotard, une négation d'organes. Il n'a pas d'organes. Il peut vous dire j'ai un cœur en caoutchouc, j'ai des organes. Ah, effectivement. Donc on avait en fait une amie, c'était au lycée à l'époque, elle était convaincue d'avoir 3 reins. Donc, elle venait, elle disait oui, j'en ai 3, j'ai 3 reins, j'ai 3 reins. Ça nous faisait rire à l'époque, mais en fait, s'il y a cette conviction-là, ça c'est de la psychose, c'est psychotique. Ça, c'est un peu plus sérieux à prendre en charge. Mais la majorité des hypochondries, c'est des hypochondries mineures qu'on retrouve chez des personnes particulières.
Peut-être Leïla a parlé de ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, plus susceptibles d'être hypochondriaques que d'autres? Oui, bien sûr. Ces personnes-là, on trouve des traits de personnalité, des histrioniques, des narcissiques, voilà, ces personnes-là, des anxieux, ceux qui passent vraiment des anxieux. En fait, l'hypochondrie commence généralement par un fait réel. Voilà, une douleur. Un geste d'un médecin qui fait un geste en lui faisant une échographie, un geste, lui, il va interpréter qu'il a quelque chose. Et en fait, là, ça peut démarrer. Ça peut démarrer, d'accord. Ça commence généralement d'un fait réel, d'une douleur, d'un bilan perturbé. Même si ce bilan-là, il est erroné, c'est là qu'il commence à avoir cette idée-là. C'est là que commence le cerveau à rentrer en jeu, le cerveau avec toute la chimie du cerveau, où il y a des neurotransmetteurs qui vont être diminués, d'autres augmentés, comme la cortisol. Là, il commence à avoir peur. La cortisol, elle va augmenter, il va avoir des palpitations, il va avoir une douleur abdominale. Les palpitations du cœur, il va interpréter ça comme une maladie cardiaque, parce que c'est vrai, il y a des palpitations, c'est vrai, il y a des douleurs abdominales, c'est vrai, il y a un sentiment d'étranglement. Ça, c'est une réalité, c'est dû à une augmentation du cortisol. Des douleurs. Des céphalées, un cancer, une tumeur cérébrale. Tout ça, c'est vrai, parce qu'il y a une augmentation du cortisol par peur. Les consultations. Donc la peur fait augmenter le taux de cortisol, qui donne toutes ces perturbations. Ça, c'est physiologique, c'est normal. Si on rencontre un chien, un danger, on a peur, il y a le cortisol qui va nous dire que vous êtes en danger. Il faut s'enfuir, il faut faire quelque chose. Ça, c'est une réaction physiologique du corps. Donc, la réaction, c'est quoi? C'est des palpitations, c'est des douleurs abdominales, c'est un sentiment d'étranglement, c'est des sueurs, c'est des maux de tête. C'est là où une personnalité peut interpréter ça comme une maladie. Voilà, j'ai le cœur qui bat, ça veut dire que je suis malade, j'ai une maladie du cœur. Voilà, ou alors peut-être un petit nœud à l'estomac. Un nœud à l'estomac, c'est un cancer de l'estomac. C'est là que ça commence, et quand on commence à rentrer dans l'hypochondrie et ce qui suit tout ce qui suit de l'hypochondrie, oui, elle est là. Seul, tu as dit tout à l'heure un geste d'un médecin. Oui. Et je me souviens d'une dame qui est venue avec la conviction et l'obsession qu'elle avait un cancer, tout ça. Oui. Parce qu'en fait, elle a fait une écho-mammaire dans le cadre du dépistage. Et au moment de l'échographie, le médecin qui lui faisait l'écho a fait une petite moue comme ça, qui n'avait peut-être rien à voir avec elle. Hein. Oui. Une moue, et hop, elle s'est dit, ça y est, il a trouvé un cancer, et il ne veut pas me le dire. Voilà. Oui, c'est vrai. Et après, elle a développé tout un truc. Elle est allée, je vais refaire... Si tu permets, tu me diras. En fait, ils multiplient les consultations. Oui. Ils arrivent, il leur dit non, vous n'avez rien. Ils ne sont pas convaincus. Ils vont voir un autre médecin. J'ai parlé tout à l'heure, je crois, hors antenne, je t'ai dit que j'ai eu un patient, un médecin qui en un mois a vu 60 médecins. Oui. Voilà, ça c'est l'hypochondrie. C'est peu. C'est peu. Il y en a encore beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus. Donc c'est là que ça commence. Pour passer à votre question par rapport à la prise en charge, la prise en charge, c'est déjà là, ces personnes-là qui consultent beaucoup là, il faut les écouter déjà. Il faut prendre leur dossier au sérieux, voir leur dossier, les écouter, essayer de les revoir le plus possible. Le plus souvent possible. Oui, le plus possible. D'accord, c'est là qu'on commence. Il faut avoir vraiment un suivi permanent. Un suivi permanent. Pour qu'il passe, cette personne-là passe d'une organicité, une somatisation, vers un psychisme. C'est là qu'il va commencer à comprendre que c'est psychique. Le fait de le voir, souvent le voir, lire ses radios, le rassurer, c'est là qu'il commence à s'habituer à la consultation, il commence à s'habituer à se dire peut-être c'est un truc psychique. Donc c'est déjà mieux quand il passe à l'étape où il pense que c'est psychique. Bien sûr, s'il pense que c'est psychique, tout est rentré dans l'autre, ça va. C'est sûr, d'accord. Parce que lui, son souci, c'est j'ai quelque chose d'organique, j'ai un cancer, j'ai Covid, j'ai ça, c'est organique. S'il comprend que c'est psychique, qu'il va, parce que c'est quoi? J'ai un truc organique. Ça veut dire que je vais mourir. C'est la mort. En fait, oui, ils sont limite dans la chambre. Il y a une angoisse de mort derrière. De la mort en Il permanence. peut y avoir une angoisse de mort derrière. Oui. Donc, s'il comprend que c'est psychique, personne ne meurt d'un psychisme, il n'y a pas de mort de psychique, c'est là, déjà, l'angoisse, elle va diminuer. Ouais. D'accord. C'est là, Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus sensible
à l'hypocondrie que d'autres. Et est-ce que les femmes sont plus sensibles ou c'est les hommes non, je n'ai pas parlé. On est égaux devant, on va dire devant. Oui, je n'ai pas parlé par rapport aux femmes, aux hommes, c'est un sexe ratio A, ce qui veut dire c'est pareil, d'accord. Un pourcentage mondial de 4 à 9% de la population qui peut souffrir de l'hypocondrie avec un sexe ratio. Par contre, il y a des hypocondries qu'on appelle les hypocondries d'involution, de l'âge, qui arrivent chez la femme ménopausée et l'homme à la retraite. La femme ménopausée, il y a un changement du corps, des hormones, c'est là elle va avoir une hypocondrie d'attraper un cancer de l'utérus, un cancer, ça existe chez les femmes. Et chez l'homme, quand il y a avec l'âge, la retraite, cancer de la prostate. Cancer de la prostate. C'est les deux cas d'hypocondrie, d'involution où on peut différencier entre un homme et une femme. Il y a d'autres hypocondries chez le démentiel, les maladies d'Alzheimer, les démences, chez les épileptiques. Il y a aussi des hypocondries chez les épileptiques, mais ça, c'est un peu rare. Et dans les délires, chez les psychotiques, c'est le délire. Ça, c'est les hypocondries délirantes. Oui. Mais la majorité, c'est des hypocondries. La dysmorphophobie, tout ça. Oui, mais la majorité, c'est des mineurs, c'est des personnalités particulières. Oui. D'accord. Est-ce que de nos jours, étant donné qu'on a facilement, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait commencé à aborder, facilement accès à Internet, on a une petite douleur, on commence à se renseigner, et là, la liste n'en finit pas. Et en fait, est-ce que ça ne nous rend pas un peu plus sensibles, je veux dire? Bon, peut-être pas jusqu'à l'hypocondrie, mais quand même nous laisser peut-être dans une espèce d'angoisse permanente qui peut nous ouvrir Tout à fait. Moi, je conseille toujours aux gens de ne pas trop aller fouiner sur Internet dès qu'il s'agit d'une maladie, même quand on a réellement la maladie. Ce que vous trouverez sur Internet ne correspond jamais à votre réalité. Seul votre médecin vous dira, vous avez des informations très générales, mais qui en aucun cas ne correspondent à votre cas. Encore moins quand vous n'avez rien du tout, que vous avez juste une douleur et tout. À ce moment-là, vous allez sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous retrouver partout. Ça va défiler en fait. Et vous allez même développer des symptômes que vous n'aviez même pas et qui ne correspondent pas du tout à une maladie que vous avez, puisque vous n'avez aucune maladie. Seulement, ce que disait tout à l'heure le docteur Canoun, le passage de l'organique au psychique, justement, c'est quand la personne, parce que vous aurez beau lui dire, mais non, tu n'as rien du tout, chauffe. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est pour ça qu'au premier abord, il est important d'éviter surtout de dire non, c'est rien du tout, vous n'avez rien, non, c'est rien. Donc vous perdez le malade, il ne reviendra pas. D'accord. Donc il y a une manière de faire. Vous validez d'abord, pas lui dire si vous avez cette maladie. Bien que quand on est dans la thérapie provocatrice, on peut aller un peu dans ce sens. Pas pour lui dire oui, vous avez. Donc ça dépend dans quel type d'approche on est, mais c'est validé de lui dire oui, si vous avez un cancer, vous avez raison de vous inquiéter. Vous savez, le cancer, ça se traite et tout. Après, petit à petit, vous l'amenez. Dire la personne, il faut qu'elle se sente entendue et comprise. Oui. Parce que ça va déjà vous permettre d'installer un bon lien, une bonne alliance thérapeutique. Et tout travail thérapeutique est basé sur l'alliance, sur la bonne alliance. Déjà, il se sent écouté, il se sent compris, il va développer une relation de confiance, de sécurité avec vous, et petit à petit, vous pourrez faire passer la pilule, entre guillemets. Oui. Et donc, vous allez l'écouter, vous dire, oui, quand est-ce que ça a commencé ? Si vous voulez, il a parlé du traitement antidépresseur et anxiolytique qui est très important parce qu'il y a un fond anxio-dépressif qui est très important. Mais l'apport psychothérapeutique est indispensable. À ce moment-là, de chercher quand est-ce que ça a commencé. Depuis quand ça a commencé à tomber malade. On va chercher les origines. Ça, le traitement antidépresseur anxiolytique va l'améliorer quand même. Oui. Il va le soulager et tout. Mais le problème restera toujours. Il faudra peut-être aller en profondeur. Aller en profondeur chercher la source du problème. Ça peut être un décès, ça peut être une maladie grave dans la famille, ça peut être beaucoup de choses. Une confrontation à la mort, un traumatisme, un deuil, ça peut être un schéma aussi. Mes parents étaient toujours là, machin. Donc, en fonction de ce que vous allez
découvrir, vous allez entamer la thérapie. Mais vous n'allez pas le faire le premier jour, pas de but en blanc. Installez d'abord cette relation, rassurez la personne. Relation de confiance déjà. Indispensable, et que la personne ne sente pas qu'on ne la prend pas au sérieux. Non, non, Surtout je prends pas. vos plaintes au D'accord. sérieux. Pour appuyer ça avec Leïla, Oui. c'est déjà la prise en charge, qu'on dit toujours, c'est une prise en charge, triple prise en charge. Oui. Elle est biologique, psychologique et sociale. Psychiatrique. D'accord. Social, biologique, c'est le médicament, c'est ce qu'on donne comme médicament. D'accord, le Psychologique, ce qu'on fait La psychothérapie, la l'écoute, psychothérapie, les thérapies l'accompagnement. cognitivo-comportementales. Pas que, Oui. pas que les TCC. Et social, ça veut dire faire l'intégrer dans la société. Biologique. Justement, je voulais juste vous poser une question à propos de ça. Est-ce que le soutien de la famille est important pour un hypochondriaque? Oui, c'est déjà ça. Le volet psychologique, ça commence par une psychoéducation. C'est quoi la psychoéducation? C'est expliquer c'est quoi l'hypochondrie déjà. Expliquer aux patients et à la famille. Justement, il est important que la famille soit là. Oui, expliquer c'est quoi l'hypochondrie, expliquer scientifiquement. S'il y a un débarquel neurotransmetteur, la sérotonine qui est diminuée, cortisol qui est augmenté. D'accord. Si on donne des antidépresseurs, c'est pour augmenter cette sérotonine, pour diminuer cette cortisol. Ça veut dire qu'il va se sentir moins anxieux, moins d'effets de cortisol, moins de palpitations, moins de boules, moins de douleurs. C'est déjà l'effet de traitement, c'est ça. Et dès que le traitement il commence à faire semblant, le patient il va se sentir bien, il ne va plus avoir ces signes-là. Déjà on lui explique. Un cancer ne guérit pas par un antidépresseur. Déjà tu vois. Tout à fait. Un antidépresseur, autre maladie, le diabète ne guérit pas par un antidépresseur. Ça veut dire que ce qu'on fait est vrai. Là, il commence à rentrer. C'est là qu'on commence la psychoéducation avec le patient. Il faut lui expliquer que c'est neurotransmetteurs hormonaux, cortisol, sérotonine, c'est les antidépresseurs. Et après tout ça, on va essayer parce que généralement, les hypochondriaques, ils avancent dans leurs pensées. Je suis malade, j'ai vu plusieurs médecins, plusieurs bilans, personne ne m'a aidé. Donc je vais mourir, je vais me retirer de la société, je ne vais plus travailler, des arrêts de travail, je ne travaille pas, je ne sors pas. On est dans la dépression, et la dépression, on peut passer même aux idées suicidaires, au passage à l'acte. Donc il faut qu'on arrête cette... Alors, on a un appel de Farida de Birmandres. Oui. Bonjour Farida. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais pas bien. D'accord. L'émission est là. Dites-nous, vous avez une préoccupation, une question précise pour nos docteurs? Oui, une très grande préoccupation. Allez-y. J'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid. J'étais hospitalisée pendant 2 mois. J'étais dans un fauteuil roulant. Mais j'ai eu le Covid. Oui. Et juste après, 2 ans après le Covid, la mammographie, les seins. Oui. Ça volait un cancer. Un cancer. On بعد داروا لي بسمو نحاولوا يدقوا les tumeurs. كانوا عندي 2 tumeurs في les 2 seins. D'accord. tumeurs في les 2 seins. نحيتهم ومن بعد درت radiothérapie. Oui. Radiothérapie et من بعد je suis maintenant sous un traitement hormonal. Oui. Je l'ai pas supporté. كي كنت entre مور كي كنت les 2 ans تاع الكوفيد كنت عند psychiatre. Ça a duré 3 ans عند psychiatre. ودوك كي je supporte pas الاخر هذاك le traitement hormonal. Je supporte mal. يقولوا لي كلهم c'est psychique. Donc, de quoi vous avez peur après toutes ces Je n'ai épreuves? pas peur, je n'ai pas peur de mourir. D'accord. Mais je souffre. Très bien. Je souffre parce que j'ai des douleurs abdominales. Pour moi, c'est dû au traitement. Je tolère mal le traitement. J'ai mal tous les des douleurs abdominales, des nausées. وعندي des nausées, عندي الصباح une asthénie horrible.
et je suis essoufflée. Pour moi, ce traitement impacte ma vie. Donc, Farida, quelle est votre question précise pour nos deux spécialistes? Ma question, c'est que je veux voir la psychothérapeute. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est psychique? Est-ce que je supporte mal le traitement? Je ne sais pas ce que c'est. Très bien, très bien. Donc, elle va vous répondre. Restez avec nous, elle va vous répondre. Ok. Bien. Ben, ça tombe bien. Oui. Voilà. J'ai fait mon doctorat sur le cancer du sein. Ah ben voilà, ça tombe très bien. Donc, vous avez vraiment la personne adéquate qui va vous J'ai répondre. beaucoup travaillé, j'ai longtemps travaillé en scénologie. Effectivement, c'est un cas de maladie réelle. Elle a fait un cancer du sein bilatéral. Visiblement, c'est un cancer hormonodépendant et c'est pour cette raison qu'après le traitement, elle a un traitement hormonal qu'il faut absolument qu'elle prenne pendant 5 ans. Et en fait, il est important parce que c'est un traitement qui va contribuer à la prévention de la récidive. D'accord? Le traitement hormonal peut avoir effectivement quelques effets secondaires. C'est-à-dire tous les traitements, la radiothérapie ou la chimiothérapie, ont des effets secondaires qui sont parfois très désagréables. Le traitement hormonal, pareil, pas autant que la chimio, Dieu merci. J'ai rencontré des personnes qui étaient sous traitement hormonal et qui souffraient d'anxiété, qui présentaient comme ça quelques troubles, mais il y a une grande majoration, participation psychologique. D'autant plus que quand elles sont sous traitement hormonal, elles sont en aménorrhée. Si elles sont jeunes, donc elles n'ont pas leurs règles, elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce que le traitement hormonal provoque une aménorrhée qui est réversible une fois que c'est terminé, qu'elle a plus. Donc, ce sont effectivement des réactions. Il y a beaucoup de réactions comme ça, très anxieuses d'ordre psychogène. Et elles développent des symptômes. Alors, j'ai des nausées, j'ai des douleurs, et qui sont souvent purement psychogènes. Souvent, la personne n'accepte pas le traitement hormonal. Oui. Souvent, ça va plus loin. C'est même une non-acceptation de son cancer, de la mutilation. On lui a enlevé ses 2 seins. Elle a été affectée très fortement dans sa féminité, dans sa maternité peut-être, dans son image du corps. Il y a beaucoup de choses qui font que donc, la femme est complètement, j'allais dire, bouleversée, chamboulée. C'est tout à fait normal, bien entendu. Après, c'est des épreuves très lourdes à surmonter. C'est normal et c'est à juste titre. Hein. Mais le fait qu'elles comprennent en fait que le cancer du sein est un des cancers qui se guérissent le mieux, et on ose parler aujourd'hui de guérison du cancer du sein, mais il y a un tribut à payer, il y a un prix à mettre, c'est de supporter les traitements. On ne peut pas faire autrement. De supporter les traitements, et quand il y a des effets secondaires, leurs effets secondaires, et dire tout ça, c'est pour aller vers la guérison, et ça fait partie du combat, en fait, pour la survie, pour la guérison, et c'est très bien. Maintenant, ce genre de personnes qui n'arrivent pas à dépasser ça, évidemment, ils ont besoin peuvent se faire aider en psychothérapie. Elles peuvent se faire aider, elles peuvent voir un psy, de préférence un psychothérapeute qui a déjà une expérience dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, parce que c'est des problématiques très particulières. Donc, s'ils arrivent à trouver quelqu'un qui est psychothérapeute et qui a déjà travaillé, qui a déjà accompagné des personnes atteintes de cancer ou qui a une bonne connaissance de ces problématiques-là, je pense que le thérapeute peut apporter une aide considérable. Un soutien moral qui pourrait... Tout à fait, un soutien moral. Pour ajouter, pour Madame Farida, qui je souhaite un bon rétablissement, elle est passée par plusieurs facteurs de stress, Covid et un cancer des seins, ça veut dire que c'est trop lourd comme facteur de stress. Donc, si elles sont des symptômes physiques et somatiques où tous les bilans reviennent normal,
c'est probablement c'est dû à son stress, c'est dû à Bien sûr, cela. bien sûr. Certainement, c'est dû à son stress. Donc, on passe toujours à ce que j'ai dit, à un cortisol augmenté, à une sérotonine diminuée. Ça pourrait réellement l'aider. Oui. Et ça pourrait réellement aider à déjà mieux vivre, déjà. Oui, oui, certainement. Donc, ceux qui ont On peut aider préconisé avec un de voir... traitement, docteur Oui, bien Kaloun. sûr, ceux qui ont Oui. préconisé une prise en charge psychologique ou psychiatrique n'ont pas tort. Oui. Certainement, c'est dû à ces facteurs de stress. Ce n'est pas dû au traitement hormonal. Et j'ai des patients, j'ai en ce moment une patiente qui, pareil, un cancer bilatéral, myasthénome bilatéral, et qui en plus c'est génétique. C'est-à-dire, il y a un facteur génétique parce que sont plusieurs cousines qui ont eu ça, une sœur qui l'a, et puis elle a très peur pour ses filles. Et donc elle a développé des symptômes, des problèmes, elle est suivie chez moi. Et parallèlement, elle est suivie chez une psychiatre qui l'a mise sous traitement antidépresseur parce qu'elle a développé une dépression. Donc il y a un travail conjoint entre le psychothérapeute, psychologue et psychiatre par rapport à ça. Donc un apport psychothérapeutique et un apport médicamenteux que seul le psychiatre, ça j'insiste dessus, seul le psychiatre peut prescrire. Psychologue, psychothérapeute, on ne prescrit pas, on n'a pas le droit de prescrire. J'insiste pour... Sans oublier aussi la société, la famille aussi. Il faut intégrer toutes ces personnes-là dans la prise en charge. Tout à fait, tout à fait. C'était ça que Et je voulais puis revenir. Juste une remarque par rapport au traitement. Il est très important, je parle à nos confrères psychiatres, de voir aussi par rapport, en principe, ils le savent, ils sont médecins, par rapport aux interactions médicamenteuses et parfois avec l'hormonothérapie, de voir quelle hormonothérapie la personne prend et quelle molécules lui donner pour qu'il n'y ait pas de... Oui, ça, ils le savent, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà. On a peut-être un peu de mal, surtout dans notre société, dire qu'on se fait suivre chez un psychiatre. Ça signifie systématiquement que, généralement, tout de suite, on colle une étiquette. « Oh, il est fou, on perd la tête et tout ». Mais en fait, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments où c'est nécessaire et c'est inévitable si on veut aller mieux. Oui, à vrai dire, moi, dans ma consultation, je ne reçois pas beaucoup de maladies mentales. Des malades mentaux. Oui, vraiment, je reçois beaucoup plus ces troubles anxio-dépressifs. C'est ça, les hypochondries, les TOC, c'est des maladies, c'est des troubles déjà, ce n'est pas des maladies, c'est pas grave. Oui. Ils n'ont même pas le titre d'une maladie. C'est des troubles. On dit troubles obsessionnels compulsifs. On dit troubles anxiété généralisée. Troubles anxio-dépressifs. Anxio-dépressifs. Donc, on ne dit même pas maladie. Donc, ce n'est pas grave, c'est banal, mais il faut consulter. Il faut quand même consulter. Parce que c'est des troubles qui ne posent pas de problème sur le plan organique, mais posent problème sur le plan social. La sociale. Sur le plan social. Sur le plan social. Ils ne travaillent pas, ils ne sortent pas. La qualité de vie, il ne faut pas se mentir. Généralement, les hypochondriaques sont, on va dire, presque, je dirais, rejetés. Parce que déjà, les amis disent « Oh non, vraiment, il est lourd, il va me transmettre tout son stress. » La famille aussi, les parents, les frères, les sœurs. Voilà. Donc, d'où l'importance d'un suivi régulier et de se prendre en charge parce que c'est banal. Excepté les hypochondries psychotiques, là c'est autre chose. Il y a la conviction, ça c'est autre chose. Mais la majorité des hypochondries, c'est banal, ça guérit, il suffit de... Est-ce que ça peut s'aggraver et aller vers la psychose? Non, aller vers la psychose, non, parce que c'est deux volets, c'est vraiment... C'est deux volets différents. C'est pas des degrés dans la... On parle d'une sérotonine, autre on parle d'une dopamine, c'est pas du tout la même chose. Par contre, l'aggravation, elle est dans la dépression. Ouais. Elle est dans la dépression. Et même dans la dépression aussi, il y a des degrés. Il y a une dépression sévère, il y a une dépression passagère, on connaît une dépression sévère. Quand la dépression commence à s'installer, on ne travaille pas, on est clinophile, on est cloué sur nos lits, on ne sort pas, on ne travaille pas, on ne prend pas en charge nos familles. Dans les cas extrêmes, on peut développer des idées suicidaires avec risque de passage à l'acte suicidaire. Après, on développe, quand on perd toute confiance, on va se dire, moi, je suis cuit, je vais mourir, alors personne ne peut m'aider. Donc, on peut se donner la mort avant
On est tous un petit peu sensibles, hein, puisque la société dans laquelle on vit aujourd'hui, hein, que je ne parle pas juste de chez nous, dans le monde entier, étant donné que, comme on l'a dit, il y a les écrans, il y a Internet, il y a le Covid aussi qui a laissé des séquelles, qu'on le veuille ou non, très profondes hein, dans chaque personne. C'est normal, c'est normal. Oui. On a remarqué le nombre de consultants par rapport à ça, ces troubles anxio-dépressifs, y compris l'hypocondrie, une augmentation très significative de 30 à 35%. C'était dans la statistique c'est mondial, parle de 30 à 35% d'augmentation des troubles anxio-dépressifs depuis l'événement de Covid. Oui, c'est vrai, c'était un facteur très stressant. Et tous ces troubles-là dont on parle, c'est une réaction à un stress. C'est tout, c'est une réaction à un stress. Comme je vous ai dit, c'est le motif numéro 1 de consultation, les troubles anxio-dépressifs. On les voit chez les psychiatres, chez les gastros, chez les cardiologues, chez les neurologues, chez les généralistes. C'est tout le monde qui consulte pour un simple bobo. J'ai mal, je vomis, j'ai la tête qui tourne, je sens mon cœur, je ne dors pas. Alors qu'il n'y a rien, c'est le stress. C'est vrai qu'on ne gère pas le stress. Oui, allez. Si tu permets, Marie, moi je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, que les gens ont du mal à aller chez le psychiatre parce qu'ils ils pensent que c'est un peu mal vu, oui, c'est une réalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dr Kaloun a bien répondu, et en général, les malades mentaux, ce qu'on appelle communément les fous, souvent, il n'y en a pas beaucoup traités en cabinet, ils sont traités dans les hôpitaux psychiatriques. Même quand ils viennent en cabinet, d'ailleurs, j'imagine que vous les orientez à l'hôpital. Ils viennent stables, sinon on les oriente. Voilà, s'ils ne sont pas stables, ça c'est la première chose. C'est pareil pour les consulter, que ce soit un psychiatre, un psychothérapeute, les gens n'y vont pas, il y a un phénomène nouveau dont je voulais parler. Donc merci d'avoir posé cette question. C'est que parce que dire Mahchouma, parce que c'est un peu, ils sont gênés de dire je suis chez un psy. Ça va être mal vu. Ils vont voir quelque chose qui s'appelle des coachs. Avec tout le respect que je voue aux coachs, parce que le coaching est un métier, c'est un beau métier qui est utile et franchement qui fait beaucoup de choses. Seulement, le coach, alors je vais voir un coach, ça fait bien, je vais voir un coach. Je vais avoir un coach pour traiter ma phobie, pour traiter mon TOC. Là ça grince. Pourquoi ? Parce que le coach n'est pas un soignant, le coach n'est pas un thérapeute, n'est-ce pas, Dr Kaloun ? Le coach, oui, je veux dire, pour être soignant, thérapeute, il faut avoir un background, une formation de base. On ne peut pas faire de la thérapie, on ne peut pas prescrire des traitements si on n'est pas psychiatre, si on n'est pas à la base médecin. Et c'est ça que j'ai dit à 2 reprises. Attention, vous êtes une formation de base, vous avez une formation de base de psychologue, vous n'avez pas le droit de prescrire. Vous n'êtes pas médecin. De même que faire de la thérapie, traiter des troubles, être soignant en santé mentale, que ce soit en psychothérapie ou là, il faut avoir la base, c'est-à-dire une formation solide et connaître la psychopathologie. Ce n'est pas le cas des coachs, ce n'est pas leur mission. Beaucoup de coachs disent je suis thérapeute. Eh bien non, vous n'êtes pas thérapeute, donc il faudrait que les gens comprennent ça et que chacun s'occupe de ses brebis. Et le monde sera très heureux, n'est-ce pas ? Généralement, quand ils consultent la première fois, ils reviennent deuxième. Parce qu'ils vont remarquer que c'est une consultation très simple et il n'y a pas vraiment... Ils vont être rassurés, ils reviennent. Ils te disent, généralement, ils te disent, je ne savais pas qu'une consultation chez un psychiatre était aussi simple, aussi reposante que ça. Je pensais qu'il va me dire, tu es malade, tu as des médicaments, une carte de maladie mentale. Généralement, il suffit de faire le premier pas et tout rentre dans l'ordre. Généralement, moi, je n'en connais pas ceux qui ne sont pas revenus. Docteur Kaloun, vous préconisez de venir, par exemple, d'aller faire une consultation quand on est comme ça hypocondriaque seul, ou de prendre son partenaire si, par exemple, on est marié ? Oui, généralement. De préférence ? Oui, de préférence. Parce que la première séance seule ? Première séance, là où je reçois le couple, où je reçois la famille, là où je vois tout le dossier, parce que c'est important de voir le dossier. Le patient, même si tu ne sais rien, essaye de lire attentivement son dossier, essaye de voir les chiffres, de débattre avec lui les chiffres.
faire Oui, semblant très de bien. voilà, débattre ses chiffres, sa radio, lui expliquer la radio, voilà, cette radio-là, elle est bonne, l'autre, elle est aussi bonne. Voilà, il faut qu'il remarque que tu t'intéresses à son dossier médical. Ouais. Ça veut dire que là, c'est le point le plus important dans sa prise en C'est charge. de valider son anxiété, comme je disais tout à Voilà. l'heure. Voilà, c'est Voilà. comme ça, oui, Valider, tout très à bien. fait. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est une suggestion qu'on fait à ces Absolument. patients-là. C'est de la suggestibilité. Il va se sentir lui- entendu. Voilà, je suis malade, oui, tu es Très malade. bien. Tu as, c'est vrai que tu as mal. Je vais voir ta radio, oui, c'est vrai que tu as Et- mal, c'est vrai là. Là, tu vas se dire, ce médecin-là, il m'a compris. Il valide ma souffrance. Voilà. Et Donc, ça- ce qu'il ça va- rassure et ça ça peut- rassure voilà. ce qu'il va me dire. Et ça met en place une qu'il va relation me de dire, confiance. voilà, confiance, c'est ce qu'il très va bien. me dire, va me guérir. Merci beaucoup. moi. On est arrivé déjà à la fin de notre Déjà. émission. Ça va vite, hein? Ça va très vite, Très vite, oui. docteur Hassas, docteur Karloun. Merci Merci d'avoir beaucoup, c'est été moi. avec nous. Merci Merci de nous à avoir Farida de nous invités. avoir appelés. Merci à nos téléspectateurs de nous suivre. Je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, Merci, au revoir. merci. Inch'Allah, merci Merci. beaucoup, merci. Merci à comme ça. C'était génial. Désolé pour le retard. معليش ça fait rien.